Donc merci à tous d'être là. Donc moi j'ai choisi plutôt de vous présenter un peu une overview, enfin plusieurs illustrations plutôt qu'un cas précis de ce qu'on fait au labo, donc particulièrement dans l'équipe. Donc moi je travaille au Musée de l'Homme. Donc pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le site du Musée de l'Homme, il y a deux UMR qui appartiennent toutes les deux au département Hommes et Environnement. L'UMR Éco-Anthropologie à laquelle j'appartiens et l'UMR Histoire naturelle de l'homme préhistorique. Et donc il y a aussi 3 plateaux techniques au sein du Musée de l'Homme. Un plateau d'imagerie et modélisation scan 2D, 3D, surtout donc pour faire du scan de crâne ou autres objets. Un plateau de paléogénomique et génétique moléculaire, donc où on peut traiter et manipuler ADN ancien comme ADN moderne. Et un plateau, donc les deux premiers étant rattachés à l'UMR d'éco-anthropologie, et un plateau de datation et caractérisation des matériaux archéologiques et sédimentaires rattachés à l'UMR de préhistoire. Alors donc dans l'UMR on est quand même assez nombreux, on est 6 équipes, donc vraiment très rapidement. Il y a donc une équipe qui s'intéresse vraiment à l'évolution culturelle, donc la diversité de différents types de facteurs culturels et leur évolution. Une équipe qui est plus à l'interaction entre société et environnement, qui s'appelle ethnoécologie, savoir, pratique et pouvoir. Une équipe de primatologie, donc on met en interaction entre environnement et biologie. Et puis 3 équipes qui sont plus interaction entre société et biologie. Donc une équipe d'anthropologie biologique et bioarchéologie, une équipe de biodémographie et donc l'équipe à laquelle j'appartiens d'anthropologie génétique. Donc l'équipe d'anthropologie génétique, je dirais que son but de manière vraiment globale, c'est d'essayer de comprendre toutes les forces évolutives qui façonnent la diversité génétique humaine. On ne travaille pas tellement sur la mutation et la recombinaison, mais ce sont évidemment les forces qui créent la diversité. Et on s'intéresse donc surtout aux forces de migration et de dérive, qui vont dépendre de l'histoire démographique des populations, et à la force de la sélection naturelle, qui influence la diversité génétique à travers les phénotypes, donc qui dépend de l'histoire adaptative des populations. Donc ça, c'est le cadre vraiment général de la génétique des populations de manière assez large. Et ce qui va faire la spécificité de notre équipe en anthropologie, c'est vraiment le fait qu'on s'intéresse à l'influence de la diversité culturelle sur ces forces. Donc en quoi le fait que les populations ne font pas les mêmes choix culturels, que ce soit de la manière dont ils se marient, la manière dont ils migrent, la manière dont ils se nourrissent, etc. En quoi cette diversité culturelle va affecter à la fois l'histoire démographique et l'histoire adaptative. Donc, on peut dégager 3 axes dans l'équipe. Donc, moi, j'ai un petit peu touché à tout. Donc, en même temps, en vous présentant tout ça, ça vous montre aussi des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, le premier axe, c'est vraiment l'axe histoire démographique. Donc là, le but, c'est de retracer des voies de peuplement, des taux de migration, des taux de métissage entre populations, de dater à quel moment les populations se sont déplacées, se sont mélangées. Le deuxième axe s'intéresse vraiment à l'histoire adaptative, donc de comprendre d'un point de vue physiologique, génétique, comment les populations humaines ont évolué en réponse à des changements d'environnement. Alors ça peut être à des changements d'environnement climatique, mais surtout à des changements d'environnement alimentaire. Et puis le troisième axe, qui est peut-être un petit peu plus fourre-tout, où il y a eu des projets un peu plus diversifiés qui ont émergé, qu'on appelle interaction biologie-culture, où on s'intéresse à l'influence de traits culturels sur la diversité biologique, comme dans les 2 autres cas. Mais donc là, ça peut être par exemple l'influence des systèmes de parenté. On va en parler un tout petit peu sur la diversité génétique. Mais il y a aussi eu des projets qui sont développés sur l'influence de traits culturels sur la diversité épigénétique. Donc ça, c'est un peu plus nouveau au labo. Et puis l'évolution parallèle de traits génétiques et culturels, où on essaie d'appliquer tous les outils et les méthodes qui sont déjà existantes pour comprendre l'évolution moléculaire à des traits culturels, par exemple l'évolution de traits linguistiques ou de la diversité musicale. Alors, donc, pour ce faire, on a quand même pas mal de... Ces 3 axes ont quand même des méthodes en commun. Ce qu'il y a le plus en commun entre tous ces axes, c'est effectivement de devoir récupérer des données sur lesquelles on va travailler. Donc, la plupart des données sur lesquelles on travaille sont des données qu'on a échantillonnées, qu'on échantillonne nous-mêmes. Donc, souvent, on échantillonne de la salive pour avoir accès à l'ADN des populations humaines. Donc là, c'est les principaux terrains du labo. Afrique centrale, Asie centrale et Asie du Nord, et puis Asie du Sud-Est. En jaune, c'est les terrains en cours de développement.
Mais bon, chez l'homme, c'est vrai qu'on a de la chance qu'il y ait quand même un grand nombre de bases de données déjà existantes. Donc on peut monter des projets aussi uniquement en fait, sur les données déjà existantes, ou alors compléter nos jeux de données avec ces données-là. Donc là, je vous ai mis par exemple le jeu de données des 1000 génomes, et on voit qu'il y a quand même un certain nombre de populations qui ont été échantillonnées à travers le monde, et donc génotypées à l'échelle du génome entier. Et puis, donc là, moi, je vous parle surtout d'ADN moderne, puisqu'il y aura donc le talk de Perle après moi, mais on peut aussi compléter ces données d'ADN moderne par des données d'ADN ancien. Alors encore une fois, soit on les collecte nous-mêmes sur des fouilles en cours ou à venir, soit sur des collections déjà existantes. Et donc, en dehors de cette analyse de données réelles, on a aussi quand même une grande composante au laboratoire d'analyse de données simulées, ou en tout cas de développement d'outils méthodologiques, donc où on simule énormément de scénarios démographiques ou adaptatifs pour essayer soit de développer des outils qui vont être plus performants pour essayer de retracer l'histoire démographique et adaptative, soit tester des méthodes, voir quelle est leur puissance, quelle est leur performance dans différents scénarios. Soit simplement de simuler des données sous plusieurs scénarios qui nous intéressent pour les confronter à nos données et voir quel scénario est le plus probable. Donc, je vais essayer de vous donner des petites illustrations de tout ça à travers 5 exemples, enfin 5 thématiques. Donc là, c'était un papier qui est sorti en 2009, donc un des plus anciens de ce que je vous montre. Mais bon, ça retrace aussi un peu mon parcours, parce que c'était le type de données avec lequel on travaillait il y a 10 ans. Donc là, par exemple, mon collègue Paul Verdu s'est intéressé aux populations pygmées et non pygmées, donc en rouge et en bleu, en Afrique de l'Ouest. Donc là, on se situe à l'échelle du Cameroun et du Gabon. Donc il a échantillonné quand même un grand nombre d'individus, 600 individus. Et donc, à l'époque, il avait typé 28 marqueurs microsat autosomaux, donc pas un jeu de données très conséquent au vu de ce qu'on fait maintenant chez l'homme. Et la question principale, c'était de savoir est-ce que toutes les populations dites pygmées, je ne rentre pas dans le détail, mais bon, toutes les populations qu'on appelle pygmées, est-ce qu'elles ont une origine commune génétiquement ou pas? Donc, le premier scénario, donc ça c'est hypothétique, c'est des scénarios qui ont été simulés. Donc là, il y aurait une origine, donc les pygmées sont en rouge et les non pygmées en bleu. Une origine commune des populations pygmées qui ensuite divergent, se séparent et donnent lieu à la diversité actuelle. Et un scénario alternatif est celui-là où en fait les populations pygmées se séparent de la branche des non-pygmées à différents moments dans le temps, donc indépendamment, et ici ils n'ont pas d'origine génétique commune. Donc là je vous en ai montré 2, mais en total il avait simulé 10 scénarios possibles avec des variantes dans la topologie de cet arbre, et avec aussi différents taux de migration ensuite entre les populations. Et donc, pour faire court, le résultat principal de son étude, c'était qu'effectivement, donc ça c'est l'arbre, enfin c'est un graphique, mais qui a été inféré à partir des simulations, où on a à la fois les temps, bon c'est écrit tout petit mais peu importe, donc les temps de divergence des populations, et la topologie, avec donc une branche pygmée qui se sépare des non-pygmées, et ensuite qui se sépare en pygmées de l'Est et pygmées de l'Ouest, pour donner lieu à la diversité actuelle. Et donc ça c'était la première chose, il y a bien une origine génétique commune des populations pygmées. Et deuxièmement, les flux de migration qu'il a retracés étaient toujours asymétriques de non-pygmées vers pygmées. Et donc ça aussi, ça s'explique quand on connaît un peu les systèmes matrimoniaux et la manière dont, quand il y a des couples mixtes, pygmées, non-pygmées, par qui les enfants sont élevés. Les enfants sont souvent élevés par les pygmées, donc en fait, il n'y a pas de flux des pygmées vers les non-pygmées, mais plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'est une illustration de ce qu'il avait fait à cette époque-là. Une autre illustration un peu plus récente de choses qu'on fait comme ça sur l'histoire démographique. Donc là, c'est encore une fois Paul Verdu et l'ANR qu'il avait obtenu il y a 4 ans. Donc là, il s'est intéressé aux populations du Cap-Vert, ici dans ce petit carré noir. Donc des populations qui ont été colonisées, qui ont été peuplées assez tard au final, à la fois peuplées par des populations européennes et peuplées par des populations d'origine africaine lors de la traite des esclaves. Donc il y a eu un peuplement récent, à peu près 1500, et mixte de populations d'origines différentes. Et donc, il s'est intéressé à essayer de comprendre quelle était l'histoire de la colonisation de ces îles qui avait entraîné la diversité génétique et linguistique observée aujourd'hui. Donc, il a échantillonné 200 individus. Là, il a typé 2,5 millions de SNP sur des puces ADN. Donc, on est passé à une autre échelle en termes de taille de jeu de données. Et il a fait des enquêtes d'anthropologie et de linguistique pour avoir en parallèle l'évolution génétique et linguistique. Il a rajouté 17 populations de bases de données comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure, justement pour pouvoir inférer les populations sources en Europe, en Afrique. Donc, il a rajouté 17 populations.
Et donc, en gros, voilà, le genre de choses qu'il fait, c'est aussi ce qu'on a vu tout à l'heure avec Vincent, des ACP, donc là, une MSD, où on va regarder où se positionnent les populations de chaque île. Donc là, il a des populations sur chacune de ces îles. Il a fait aussi des analyses de structure, comme ça, où il regarde les populations du Cap-Vert, quelle est la source la plus probable parmi d'autres populations d'Europe ou d'Afrique. Et donc, ce qu'il a trouvé, c'est que de manière générale, ça récapitule assez bien ce qu'on sait de la traite des esclaves, avec une arrivée précoce des îles du Nord, ensuite plus tardive des îles du Sud, une origine surtout de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Donc là, on peut même aller vraiment plus dans le détail en essayant de regarder de quels pays majoritairement sont issues les populations qui ont colonisé ces endroits. Et donc, il a trouvé voilà, sur toutes ces îles, celles-ci qui étaient assez différentes, 2 sur groupe-là et un 3e groupe ici. Donc encore une fois, voilà, une illustration. Ici, il y a eu beaucoup de simulations, puisqu'il a simulé aussi différents scénarios possibles pour obtenir des dates assez précises. Donc pour l'axe 2, par rapport à l'histoire adaptative, donc comme je disais, ce qui nous intéresse pas mal, c'est l'adaptation au changement alimentaire des populations humaines, donc notamment lors de la révolution néolithique, donc la transition vers l'agriculture et l'élevage. Et donc au cours du temps, on a étudié pas mal de gènes différents. Donc là, c'est une approche plutôt gène candidat. On s'est intéressé à des gènes du goût, à des gènes de détoxification, des gènes de digestion des sucres, de la viande et du lait, et à chaque fois en posant la même question, de regarder quelles populations ont des traces de sélection naturelle, à quel moment et à quoi ça correspond exactement comme changement alimentaire. Donc juste une petite illustration sur quoi j'ai un peu plus travaillé ces derniers temps, donc par rapport à l'adaptation à la consommation de lait, qui est un exemple assez bien connu, j'imagine de peut-être tout le monde dans la salle, du fait que les populations humaines se sont adaptées à consommer du lait à l'âge adulte au moment de la révolution néolithique. Et donc, en fait, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que nous, on s'est intéressé à cette question en Asie centrale. Donc, on sait, ici en rouge, c'est la prévalence d'individus qui savent digérer le lait à l'âge adulte. Donc, plus on est rouge et plus la population est lactase persistante. Donc, on voit qu'il y a une adaptation génétique en Europe, en Arabie, à différents endroits en Afrique. Et donc, la question qu'on s'est posée il y a déjà un petit bout de temps, c'est qu'est-ce qui se passe en Asie centrale? Puisqu'en Asie centrale, on a quand même des populations d'éleveurs de steppe qui consomment beaucoup de produits laitiers. Et pourtant, dans la littérature, il n'y avait rien sur l'adaptation génétique de ces populations. Donc, à force d'échantillonner, j'ai fini par obtenir une base de données de 900 individus dans 27 populations, donc en Mongolie, en Sibérie, en Ouzbékistan et en Kyrgyzstan. Et ce que vous voyez là, c'est déjà le résultat, c'est que c'est complètement bleu. Donc, en fait, dans ces populations-là, il n'y a pas d'adaptation génétique pour digérer le lait à l'âge adulte. Et quand on regarde par mode de vie, c'est même les agriculteurs qui ont une prévalence un peu plus importante que les éleveurs et les chasseurs-cueilleurs. Donc en moyenne, c'est une prévalence de 14%. Donc 14% des individus sont capables de digérer le lactose présent dans le lait à l'âge adulte. Et donc le reste, on présume, ont des symptômes type diarrhée, crampes abdominales, etc. s'ils boivent une trop grande quantité de lait frais. Donc là, il y avait 2 possibilités qu'on a imaginées. Soit ces populations en fait, se sont fait remplacer pas mal de fois et peut-être récemment, puisqu'on est quand même dans un endroit en Asie centrale où il y a eu des mouvements d'est vers ouest et d'ouest vers est assez conséquents en termes démographiques. Donc peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour ces populations pour s'adapter. On peut imaginer qu'elles se sont fait complètement remplacer par des populations est-asiatiques qui n'étaient pas des populations d'éleveurs. Ou alors, on peut aussi imaginer un scénario d'adaptation culturelle et pas génétique, puisqu'en fait, aujourd'hui, ces populations, elles semblent ne pas consommer du tout de lait frais. Elles consomment que du lait fermenté, donc soit sous forme de yaourt, soit sous forme d'alcool de lait, soit sous forme de fromage. Donc au final, le contenu en lactose est un peu différent, et surtout, ils ingèrent en même temps que du lactose les bactéries qui savent aussi digérer le lactose. Donc ça, c'est les 2 hypothèses qu'on a proposées. Et juste, je voulais vous montrer comment on a utilisé des données d'ADN ancien dans ce contexte. Donc là, en fait, c'est des bases de données qui existent de différents individus. Donc chaque point, c'est un individu, pas une population. Et pour chaque individu, on va regarder est-ce qu'il porte la mutation qui permet de digérer le lait. Donc là, on est à peu près au début du néolithique, entre 10 000 et 5 000. On trouve un seul individu qui est capable de digérer le lait. Au moment de l'âge de bronze, on commence à avoir plusieurs individus qui apparaissent qui savent digérer le lait, à la fois en Europe et en Asie. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à l'âge du fer, c'est vraiment en Europe que ça augmente en fréquence. Par contre, en Asie, il ne se passe pas grand-chose. La mutation, elle est présente. Donc, ce n'est pas qu'elle était absente, mais elle n'augmente pas en fréquence. Et donc, ça, c'est les fréquences observées aujourd'hui. Elles correspondent finalement assez bien à ce qui se passait déjà à l'âge de bronze. Donc ça nous fait dire qu'il n'y a pas eu forcément un remplacement de population avec, il y a un certain temps, des populations qui savaient digérer le lait qui se sont fait complètement remplacer par d'autres. Mais ça semble plutôt montrer que la mutation était déjà présente, mais qu'elle n'a pas augmenté en fréquence. Donc ça penche plutôt vers un scénario d'adaptation culturelle.
Alors, donc ensuite, moi je me suis intéressée, donc on ne travaille pas que sur l'homme directement, moi je me suis intéressée un petit peu au microbiome intestinal, donc voir justement par rapport à ces changements alimentaires, est-ce que les bactéries intestinales pouvaient nous donner de l'information sur la manière dont elles nous permettent de nous adapter à des changements de mode de vie. Donc là, la question est un peu différente. En fait, c'est des changements de mode de vie très récents, type industrialisation, urbanisation, quand les populations humaines changent de type d'environnement et de type de nourriture, comment les bactéries intestinales s'adaptent à ces changements de régime alimentaire. Je vais essayer de ne pas être trop longue. En gros, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des... Donc ça, c'est une ACP sur la composition des bactéries intestinales. Et on sait qu'il y a une grande différence entre populations industrielles type États-Unis et des populations plus traditionnelles, ici type Malawi et au Venezuela. Donc c'est un exemple, mais ça a été trouvé dans beaucoup d'autres travaux. Et en fait, à chaque fois, il y a une perte de diversité de ces bactéries intestinales dans les populations urbaines fortement industrialisées. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a perdu des bactéries intestinales dans ces populations? Est-ce que c'est parce qu'on mange moins de fibres? Est-ce que c'est parce qu'on a des pratiques médicales type antibiotiques, césariennes, etc., qui réduisent la diversité des bactéries? Est-ce que c'est parce qu'il y a une meilleure hygiène? Est-ce que c'est parce qu'on change de type d'habitat? Est-ce que c'est parce qu'on change aussi de latitude entre ces environnements? Donc il y a beaucoup de facteurs confondants, et donc nous l'idée c'était d'essayer de faire un peu le tri dans ces facteurs confondants en étudiant un gradient d'urbanisation. Donc d'abord j'ai étudié que des individus ruraux, chasseurs-cueilleurs, pêcheurs et agriculteurs, et ensuite en 2017 on a recollecté des données pour des individus ruraux, semi-urbains et urbains. Donc à chaque fois, on a collecté de la salive pour avoir accès à l'ADN humain, mais surtout de la matière fécale pour avoir accès aux bactéries intestinales, des données anthropométriques et puis surtout beaucoup de données culturelles, ce que les gens mangent, quel type de médicaments ils prennent, différents facteurs socio-économiques. Et donc, pour le faire court, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait peu de différence en fonction du mode de subsistance, qu'on soit chasseur-cueilleur ou agriculteur, ça changeait vraiment quasiment rien en fait au type de bactéries intestinales qu'on avait. Et il n'y a pas une grande perte de diversité entre milieu rural et urbain. Pourtant, on a montré qu'ils avaient des différences alimentaires importantes. Donc, ce que ça semble potentiellement dire, c'est que c'est plutôt les pratiques médicales ou le type d'habitat qui sont plus influents. En tout cas, l'alimentation, elle change clairement entre milieu rural et urbain, et pourtant les bactéries intestinales, en termes de diversité, ne changent pas. En termes de composition, elles changent, mais en termes de diversité, on n'a pas perdu de diversité. Voilà, une dernière toute petite illustration d'autres choses complètement. Donc là, on est sur les systèmes de parenté, comme je vous disais au début. Donc les systèmes de parenté, c'est à la fois les systèmes de filiation, c'est-à-dire est-ce qu'en tant qu'individu, donc là, c'est des enfants, est-ce que j'appartiens à une unité culturelle qui est celle de mon père ou de ma mère? Ensuite, il y a les choix de résidence. Est-ce que je vais habiter dans le village de mon mari, ou est-ce que mon mari va habiter dans mon village, ou est-ce que c'est le même pour les deux? Et puis ici, c'est les choix d'alliance, avec qui j'ai le droit de me marier ou pas de me marier dans ma population. Donc tout ça, évidemment, va beaucoup influencer la diversité génétique. Et ce qui nous intéresse, c'est que ça influence beaucoup les niveaux de consanguinité des populations humaines. Et donc Raphaël Schex a une ANR pour travailler en Asie du Sud-Est, où vous voyez là il y a 3 couleurs qui correspondent vraiment à 3 systèmes culturels différents, des populations matrilinéaires, matrilocales, des populations cognatiques et des populations patrilinéaires, patrilocales. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais donc en gros ces populations sont très diversifiées dans leur manière de gérer où est-ce qu'on habite, qui on choisit et comment on hérite l'identité culturelle. Et effectivement, ce qu'elle a pu montrer, c'est qu'il y avait une signature génétique. On peut retrouver dans les données génétiques, est-ce que vous venez d'une population patrilinéaire ou matrilinéaire? Donc ça peut ouvrir des perspectives aussi pour l'ADN ancien, en se disant qu'en ayant accès à des populations du passé, on peut inférer est-ce que c'était des populations qui étaient plutôt d'origine patrilinéaire ou matrilinéaire. Voilà, je crois que j'ai fait mon temps. C'est ce que je voulais vous dire. Et donc, je remercie tous les gens, évidemment, parce que j'ai piqué des résultats à droite et à gauche, qui sont actuellement dans l'équipe ou anciennement dans l'équipe. Merci.